Voilà, de retour pour la deuxième partie, toujours avec Pierre Hillard et l'Atlas du mondialisme. Donc, comment dire, un livre hautement complet avec cartes, documents, très, je dois le dire, très très soigné en plus dans la mise en page. Il faut dire qu'il y a eu un effort, mais incroyable. Donc grâce aux éditions Retour aux Sources. Et livre disponible sur Amazon ou la Fnac. Voilà. Pour les faire travailler. Bon bah allez-y, hein. N'hésitez pas. Si vous avez en tout cas un cadeau à offrir, on en parlait, n'hésitez pas. Et alors, on parlait justement de cette influence, voilà, de tous ces courants qui vont amener à ce mondialisme. Il y a l'histoire d'un pays important en Europe, c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, et surtout l'histoire allemande des 150 dernières années, a été hautement tumultueuse, hautement... On était un peu concernés, oui. Alors, on est concernés. Alors, est-ce que je dois penser... Alors là, je vais demander votre méchamment. avis. Méchamment envers les Allemands. Justement, est-ce que je me dis, les Allemands, est-ce que ils ne se sont pas fait quand même leur unité sur le dos de la France? Oui. Oui, alors, les Français ont... C'est ça qui est terrible. Les Français ont joué un rôle décisif dans l'unité allemande. En fait, c'est la Révolution française où Napoléon a d'abord détruit le Saint-Empire romain germanique, qui était composé de 300 royaumes, duchés, principautés. Il a vexé, il a humilié les Allemands. Et après la défaite de 1815, il y a eu une volonté d'unir les Allemagnes, partout où on entendait la langue allemande. Alors vous avez les partisans entre la Petite Allemagne, la Grande Allemagne, je passe dans les détails. Et c'est le projet Petite Allemagne avec Bismarck qui va s'imposer en 1870. Avec quand même des Länder, enfin ce qu'on appelle les Bavière, Saxe, Thuringe, possédant de très larges prérogatives. À titre d'exemple, jusqu'à 1918, la Bavière, qui était pourtant membre de l'État allemand, avait sa propre représentation diplomatique. C'est un peu comme si la Bretagne avait sa propre représentation diplomatique tout en étant française. Et après 1918, cette représentation diplomatique a été supprimée. Mais voyez-vous, et c'est ça que là aussi, je montre par exemple la carte donc, de la France en damier, eh bien cet esprit jacobin d'unification et de destruction des caractéristiques culturelles des Bretons, des Alsaciens, etc., ça a contaminé aussi l'Allemagne. Et au lendemain de la Première Guerre mondiale, vous avez un juriste juif allemand qui s'appelait Hugo Preuss, qui va vouloir lui aussi détruire le particularisme allemand en détruisant les Länder et mettre à la place ce qui s'appelait des Gauen, c'est le mot allemand pour les départements. Ce Hugo Preuss, qui était, par ses parents, très ami avec Gerhard Rickner, qui allait devenir le premier secrétaire du Congrès juif mondial. Là aussi, c'est toujours lié. Et donc, en 1919, avec la Constitution de la République de Weimar, Hugo Preuss essaie de mettre en place une Allemagne en 14 Gauen. Et là, je me suis appuyé sur les travaux de François-Georges Dreyfus, qui était en plus mon professeur, et professeur à Paris 4 Sorbonne, ancien directeur du Centre d'études germaniques de Strasbourg, et qui explique tout ça dans un petit livre aux éditions de Fallois intitulé « Le Troisième Reich », donc 14 Gauen. Et donc une Allemagne jacobine et en département. Donc on voit l'influence de la Révolution française qui, via un juriste juif allemand, veut imposer ce modèle. Et du fait de la résistance des particularismes bavarois, saxons, etc., la chose ne se fait pas. Ben, l'ironie. Et ma foi, on va en profiter, puisque j'ai la carte. Donc, vous avez sur la couverture la carte de l'Allemagne, de la France, pardon, en carré, et cette carte qui se retrouve dans le livre. Eh bien, donc, la France en carré, en damier. Eh bien, l'ironie, cette Allemagne jacobine en département, le juriste juif allemand Hugo Preuss n'arrive pas à le faire, mais celui qui le met en place en 1933, c'est Adolf Hitler. C'est l'Allemagne en Gauen. Alors j'ai la carte, c'est pas évident, le livre fait 2,2 kg. Voilà, une Allemagne en carré, enfin pas en carré, mais en Gauen, en département. C'est l'Allemagne à son apogée, l'Allemagne nazie en 1943, avec une Allemagne donc centralisée, jacobine. C'est très intéressant de voir que l'esprit de la Révolution a contaminé le nazisme qui était aussi imprégné de gnose, de cabale. Je rappelle que le centre religieux, si je puis dire, du nazisme, c'était un château au nord-ouest de l'Allemagne qui s'appelait Wewelsburg. Alors pour retrouver ça, j'appelle W-E-W-E-L-S-B-U-R-G, où Himmler et les hauts gradés de la SS faisaient des réunions gnostiques avec des signes kabbalistiques sur le sol. C'est très intéressant de voir ça. C'était le Vatican du nazisme, le château de Wewelsburg. Donc on voit cette permanence à travers la génération. Et
Donc les départements pour la France pour détruire le particularisme des provinces, le principe des Gaonnes des départements pour l'Allemagne nazie, eh bien ce principe est passé dans le cadre de l'Union européenne avec ce qu'on appelle les eurorégions, c'est-à-dire on donne la primauté aux régions, on efface les frontières d'État, c'est grâce à l'ARF, l'association des régions frontalières européennes qui transforme les frontières d'État en frontières administratives, et les frontières étant mortes, ou quasiment mortes, les régions de part et d'autre, comme par exemple Rhône-Alpes et Piémont, j'ai la carte aussi, sont réunies pour créer de super régions qui s'appellent eurorégions. Et les eurorégions, qu'est-ce que c'est? Les eurorégions, c'est tout simplement les départements de l'Union européenne, mais à l'échelle continentale. Et donc, ce que je vais vous montrer, que ce principe de destruction des provinces au profit d'entités artificielles, France, la Révolution en carré, puis ensuite en département, l'Allemagne en Gaonne, eh bien les départements à l'échelle continentale de l'Union européenne, ce sont les eurorégions. Je rappelle que ce même principe a touché aussi l'Empire ottoman, où il y avait aussi des départements, mais qui s'appelaient les vilayets. Et ceux qui ont lancé ça, ce sont les jeunes Turcs, sabbatéens, qui ont lancé ça. Donc, c'est ça que j'essaie de faire comprendre, c'est que la tournure d'esprit, les référents religieux et philosophiques ont un impact politique, administratif, économique, jusque dans les films. C'est ça qu'il faut comprendre. Au même titre que chacun d'entre nous, on est déterminé en fonction de notre origine sociale, milieu modeste, classe moyenne ou haute bourgeoisie ou aristocrate, du comportement moral moyen, excellent ou exécrable de nos parents ou grands-parents. On est marqué biologiquement, mais aussi d'un point de vue psychologique et affectif par ce que les autres ont fait dans les générations précédentes. Donc il faut toujours s'intéresser au passé pour comprendre la situation actuelle. Ben là, c'est pareil, les pays s'appuient sur des référents religieux et philosophiques avec des groupes de pression. Donc en comprenant la tournure d'esprit de ces gens-là, on comprend les conséquences politiques. Cadeau. Et donc, cette Allemagne, est-ce qu'elle elle retrouve son sens de l'histoire dans l'Union européenne ou en nous dominant quelque part? C'est-à-dire que, bon, pour schématiser, mais de façon très caricaturale, les États-Unis numéro 1, les Allemands numéro 2, mais vous contrôlez l'Europe? Alors, d'abord, quand on parle de l'Allemagne, il faut parler des élites allemandes. Parce que dans cette histoire, le peuple allemand est une victime du mondialisme, comme le peuple grec. Il y a des différences de niveau, évidemment, mais vous savez, le peuple allemand, il faut le voir comme un peuple qui souffre la pauvreté. Je suis baladé très souvent en Allemagne. La pauvreté est grande. On travaille pour des salaires de misère à 1 euro. Donc, le peuple allemand est une victime aussi du mondialisme. Simplement, au sein des élites allemandes, vous avez 2 factions. Là aussi, le mondialisme est un monde divisé, avec des rivalités internes. Et je peux vous dire que dans ce livre, j'ai dû l'écrire 5 fois ou 6 fois, soit dans le texte, soit dans les notes de bas de page, pour bien préciser que le mondialisme était constitué de factions oligarchiques qui se tirent dans les pattes pour tout ce qui est répartition des zones d'influence, des intérêts et la hiérarchie. Un tel qui est à tel niveau, un tel en dessous. Et voilà, et ils essaient de se mettre d'accord. Et vous avez 2 grandes factions oligarchiques en Allemagne, première puissance économique en Europe. Vous avez une faction oligarchique qui regarde du côté du monde américain. Et vous avez une autre faction oligarchique qui regarde du côté du monde russe et en arrière-fond chinois, avec la fameuse route de la soie. Parce que là aussi, j'ai traité de la route de la soie. Je rappelle rapidement, la route de la soie, ce sont ces échanges économiques entre l'Asie et la Chine, pour faire court, et l'Europe, et ça a commencé déjà au IIe siècle, avant Jésus-Christ. Donc vraiment, ça a plus de 2000 ans d'existence. Mais ce qu'on ne sait pas, et j'avoue que je ne le savais pas jusqu'à l'année dernière, c'est que l'expression route de la soie, en fait, est une invention récente qui remonte à 1877. C'est un géographe allemand qui s'appelait Ferdinand von Richthofen qui a publié une carte qui est dans le livre, l'original de 1877, où pour la première fois il utilise l'expression Seidenstraße, route de la soie. 1877. Alors, petite remarque, tout est lié. Ce géographe allemand s'appelait Ferdinand von Richthofen. Ben, il a eu un neveu qui s'appelait Manfred von Richthofen, qui va être le fameux aviateur de la Première Guerre mondiale, le Baron Rouge, qui a été le plus grand, qui a été l'as de l'aviation allemande durant la Première Guerre mondiale. Et donc, vous avez une faction allemande qui regarde du côté du monde russe et du monde chinois. Et ce que j'ai voulu expliquer
alors là, c'est un chapitre aussi, là c'est le chapitre 6, c'est que les événements d'avant la Première Guerre mondiale, on repasse actuellement, alors je parle, par les mêmes chemins. C'est-à-dire que tout ce qui se passe actuellement, Liban, enfin surtout Irak, Syrie, Yémen, Arabie Saoudite, etc., ce sont les mêmes conflits et les mêmes oppositions entre les puissances de la mer et les puissances de la terre. Voyez-vous, dans ce livre, j'ai expliqué la situation d'avant la guerre de 14, et ensuite j'ai fait le parallèle avec la situation actuelle. Alors donc je vais expliquer ça parce que c'est un élément déterminant. J'ai pu prouver que le chemin de fer de Bagdad, qui donc partait d'Hambourg, traversait l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, traversant l'Empire ottoman et qui aboutissait au niveau de Koweït, le golfe Persique. D'abord, je tiens à vous dire que les documents du Bagdad-Ban, les cartes, ce sont des cartes qui n'ont jamais été publiées, qui datent de 1903. J'ai les originaux. C'était des cartes légèrement cartonnées et pliées. On a pu, grâce au graphiste, effacer le pli, la cassure du papier. Ce sont les originaux de 1903 qui ne sont jamais parus, qui apparaissent donc pour la première fois dans ce livre en 2017, et qui venaient d'un auteur pour qui j'ai une grande admiration, qui était républicain, mais qui pensait très juste dans bien des domaines, qui s'appelait André Charadam. Et j'ai les originaux de ces livres, et les livres étant depuis belle lurette, il n'y a plus de droit d'auteur, j'en ai profité pleinement. Et il explique que dès la fin du XIXe siècle, les autorités allemandes, politiques, avec Guillaume II, et militaires et financières, comprennent qu'il faut contrôler l'Empire ottoman, d'abord pour les futures, enfin les richesses pétrolières. Alors il faut bien comprendre que le pétrole en question se trouve donc Kirkouk et Mossoul, l'actuel Irak, qui n'existe pas puisque c'est l'Empire ottoman, avec une précision très importante. Toutes les réserves de pétrole appartenaient au sultan. Et c'est le sultan de l'époque qui va donner le droit à des ingénieurs allemands de prospecter. C'était un travail absolument immense. Bien comprendre que ce pétrole de Kirkouk et de Mossoul, ce pétrole n'a été exploité qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. En fait, les Allemands n'ont jamais pu en profiter. Ce sont les Anglais, après avoir battu l'Allemagne et l'Empire ottoman démantelé, qui se sont arrogés les zones intéressantes. Bon, comme par exemple les Français ou la Syrie et le Liban. Quoique maintenant, il faut savoir qu'il y a d'immenses réserves de gaz devant la Syrie et le Liban. Mais ça, à l'époque, on ne le savait pas. Donc les Anglais ont pu récupérer ces territoires et utiliser, donc profiter de ce pétrole. Mais les Allemands n'ont jamais pu, parce qu'il fallait d'abord construire la voie ferrée, il fallait toutes les infrastructures, forêts, enfin bref, c'est un travail gigantesque. Et la finalité, c'était de construire une base militaire navale allemande au niveau du Koweït. C'est très moderne, c'est très moderne. Pourquoi? Les Allemands voulaient contrôler toute cette zone, de Hambourg jusqu'au Koweït, le golfe Persique, pour créer un bloc, donc Allemagne, Autriche-Hongrie, les Balkans, qui était la zone sensible avec la Serbie, et ça l'a prouvé en 1914, l'Empire ottoman, pour constituer un bloc inexpugnable, politique, économique, de contrôle des énergies, mais aussi une base militaire allemande pour enquiquiner les Anglais avec l'Inde, mais aussi bloquer la masse russe. Les Russes avaient aussi des voies ferrées, le transsibérien. Et d'ailleurs, je montre une carte de 1903, des cartes de 1903 où vous avez la rivalité entre le Bagdad-Ban et le transsibérien russe. Et le transsibérien russe ne peut pas traverser les montagnes, pour des raisons techniques, mais aussi parce que les zones en question sont contrôlées par l'Empire ottoman via, en fait, Berlin. Et c'est une manière d'étrangler l'économie russe pour les Allemands, parce que toutes les exportations russes de pétrole et de céréales, pour passer au niveau de l'Empire ottoman, ça passait obligatoirement par des droits de douane. Donc les Allemands, par l'intermédiaire des Ottomans, contrôlaient les exportations russes et pouvaient faire monter les enchères, et les Russes étaient asphyxiés. D'où la politique des Russes de se rabattre du côté des Anglais pour prendre en tenaille le monde germanique. Et outre cela, les Allemands voyaient très loin, ils voulaient aussi des liens avec l'Extrême-Orient. Ils avaient déjà une base, il y avait une représentation allemande en Chine, je n'ai plus le nom exact. Donc on voit déjà, il y a, en 14, avant la guerre de 14, une volonté de contrôler toute cette zone pour des raisons politiques, économiques, stratégiques, énergétiques, bloquer, étouffer le monde russe, surtout il ne fallait pas qu'il accède aux mers chaudes et ne pas accéder dans l'Empire ottoman. Et donc imposer la loi de Berlin. Et toute la politique anglaise, ça va être de casser. Et la guerre de 14, c'est ça. Mais ce que j'ai pu expliquer, et je crois que c'est la première fois que ça s'est fait, du moins en langue française,
ce que j'ai pu expliquer que l'histoire du Bagdad Ban est absolument inséparable du sionisme, avec Theodor Herzl. Parce que Theodor Herzl, donc avec son fameux congrès, je l'ai expliqué un peu tout à l'heure, de 1897, il va jongler entre les Allemands et les Anglais. Alors déjà, le premier congrès sioniste de 1897, il y a eu déjà des prémices, où vous avez un Rothschild, qui s'appelait Edmond de Rothschild, qui en 1800, qui était à la tête d'une fortune colossale, possédait des territoires en Palestine, qui s'appelait Richon-le-Zion, dès 1882. Donc c'était déjà, j'allais dire, un pied posé sur la terre de Palestine. Mais en lisant donc les travaux de chercheurs israéliens, je me suis rendu compte que celui qui va initier le sionisme, je rappelle, sionisme, le mot sionisme a été lancé par un juif autrichien qui s'appelait Nathan Birnbaum, celui qui va véritablement initier le sionisme, c'est-à-dire un courant migratoire de juifs vers la Palestine avec en bout de course la création d'un État d'Israël avec rénovation du temple, etc. S'il y a une date à donner, ce n'est pas 1897 avec Theodor Herzl, ce n'est pas 1882 pour Richon-le-Zion avec Edmond de Rothschild, c'est 1836, où vous avez un rabbin allemand qui s'appelait Kalischer, qui va s'associer aussi à un autre rabbin, je crois que s'appelait Al-Khali, mais ce rabbin Kalischer va rédiger une lettre où il présente tout un programme de migration des Juifs vers la Palestine pour rétablir la gloire d'Israël, etc. Il rédige une lettre, mais à qui il adresse la lettre? La lettre de 1836 du rabbin Kalischer est adressée à la famille Rothschild de Berlin. Très intéressant de voir les Rothschild. Et donc, Theodor Herzl, quand il commence son travail, il va s'associer à plein de personnes. Et vraiment, il faut bien comprendre que le sionisme, le mondialisme, parce que le sionisme n'est qu'une branche du mondialisme, ce sont des branches, je vous dis, des liens familiaux, professionnels, d'amitié. Et pour commencer, il y a l'argent, nerf de la guerre. Theodor Herzl va s'associer à un juif français, en fait anobli, d'origine bavaroise, qui s'appelait Maurice de Hirsch, qui le premier va lancer l'idée, enfin, c'est pas lui qui est le premier à lancer l'idée, mais qui va vraiment financer la mise en place de voies ferrées vers Constantinople, ce qui va donner le fameux Orient Express. Bon. À l'origine, il y avait une initiative franco-belge, Van der Helst, Langrand du Monceau, qui avait déjà lancé le truc, mais c'est Maurice de Hirsch. Et ce Maurice de Hirsch va travailler avec Theodor Herzl. Il va travailler aussi, Maurice de Hirsch, avec un banquier qui s'appelait Gerson Bleichroeder, qui était le banquier personnel de Bismarck. Et Bleichroeder était un des bras droits des Rothschild de Londres. Et d'ailleurs, c'est un des Rothschild de Londres qui va présenter à Bismarck Bleichroeder, puisque Bismarck disait qu'il cherchait un bon banquier. C'était son expression. On lui a présenté le Bleichroeder. Et ce Maurice de Hirsch va donc s'associer à ce Gerson Bleichroeder pour déjà financer des travaux de construction de voies ferrées dans le monde turc en direction de Constantinople. Chose très intéressante, ce Maurice de Hirsch, qui était à la tête d'une fortune colossale, avait créé en 1891, alors je rappelle, il meurt en 1896, il crée en 1891 un fonds financier, le fonds Hirsch, qui réunit la crème de la finance de l'époque. Je vais en citer un juif allemand, naturalisé américain, qui s'appelait Jacob Schiff. Ce Jacob Schiff était une des, enfin peut-être pas le plus puissant, ou peut-être presque, la plus grande puissance financière américaine. Et ce Jacob Schiff va en particulier financer la guerre russo-japonaise de 1905, ou plus exactement financer, aider financièrement les Japonais contre les Russes, à hauteur de 200 millions de dollars, somme absolument astronomique à l'époque. Le dollar d'aujourd'hui, qui est en train de se casser la figure, pour 200 millions de dollars, à l'époque, en 1903, 1904, 1905, c'est absolument colossal. Et donc, ce Jacob Schiff faisait partie du fonds Hirsch. Donc vous voyez les ramifications, ce Français Maurice de Hirsch, qui avait un fonds financier avec entre autres Jacob Schiff, mais il y avait aussi un certain Oskar Strauss, juif allemand naturalisé américain, qui sera ambassadeur des États-Unis à Constantinople et qui va travailler avec Theodor Herzl. Comment je le sais ça? Il suffit de lire les carnets personnels de Theodor Herzl. Passionnant. J'ai lu et puis il suffit de recopier. Il y a ça. Maurice de Hirsch meurt en 1896. Donc là, c'est Theodor Herzl qui prend vraiment le relais. Il travaille
en liaison entre autres avec deux personnages. Et les carnets personnels de Herzl sont passionnants. Pour faire avancer son projet, il va s'appuyer certes sur les Rothschild de Londres, mais il va jongler aussi avec les Allemands. Et il y a une chose, c'est qu'en 1898, vous avez l'empereur Guillaume II qui va faire son grand voyage dans l'Empire ottoman et se proclame aussi l'empereur ou le roi, je ne sais plus, des 300 millions de Mahométans. Bon. Et d'ailleurs, Guillaume II comprend l'importance du Bagdad-Ban, et donc il va se lancer dans ce projet. Et Theodor Herzl va réussir à avoir des contacts directs avec le sultan de l'époque et Guillaume II. Comment a-t-il pu avoir ces contacts? Eh bien, on le sait grâce à ses carnets personnels. Et après, vous allez comprendre les liens avec le sionisme et le Bagdad-Ban. Dans le cas de Guillaume II, Theodor Herzl va pouvoir le rencontrer pour lui demander une charte pour la protection des Juifs avec création d'un foyer juif en Palestine sous direction allemande, et en accord avec le monde ottoman, évidemment. Et Guillaume II va, plus ou moins, avec des nuances, soutenir le projet. Comment a-t-il pu rentrer en contact avec Guillaume II? Eh bien parce qu'il y avait à l'ambassade d'Angleterre à Vienne, un religieux anglais, le révérend William Eschler, qui était ami avec un prince allemand, le prince de Bade, dont le fils avait été l'élève de ce révérend. Et le prince de Bade était très ami avec Guillaume II. Et donc, via ces intermédiaires, le révérend Eschler va rentrer en contact avec le prince de Bade, qui lui-même va transmettre l'information à Guillaume II, en gros lui dire, il y en a un qui veut te voir, c'est, comment il s'appelle, Theodor Herzl. Mais en même temps, quand on lit ses mémoires, enfin les carnets personnels de Herzl, on voit toutes les coulisses et les rivalités. Lors d'une soirée mondaine, donc devant tout le monde, il y avait le révérend Eschler avec Guillaume II qui lui dit devant tout le monde, dites-moi révérend, dans cette histoire, les Rothschild ne seraient pas derrière tout cela? Donc on voit que Guillaume II était parfaitement conscient que les Rothschild de Londres jouaient un rôle. Pourquoi? Parce que les Rothschild de Londres vont soutenir l'existence du foyer juif en Palestine, on va le voir après avec la déclaration Balfour. Parallèlement à ça, et là je me permets de prendre le livre, comment il s'appelle, Theodor Herzl va rentrer en contact avec le sultan. Et pour ce faire, il va bénéficier d'un professeur de langues orientales qui s'appelait Armin von Bari, qui était un juif hongrois et qui avait des relais au sein du gouvernement turc auprès du sultan, entre autres des noms comme, le docteur Velish, Saïn Bey aussi. Et les carnets personnels de Theodor Herzl citent des passages de l'entretien qu'il a eu avec Armin von Bari. Et je vais citer donc Theodor Herzl. « J'allais connaître l'un des hommes les plus intéressants dans ce juif boitillant, âgé de 70 ans, et qui ne sait pas s'il est plus turc qu'anglais, qui écrit des livres en allemand, parle 12 langues avec une égale maîtrise et a professé 5 religions, dont dans 2 desquelles il a servi comme prêtre. Au contact de ces différentes religions, il était devenu naturellement athée. Il me raconta 1001 légendes sur l'Orient, sur ses liens étroits avec le sultan, etc. Je lui ai immédiatement inspiré confiance et il me révéla, sous le sceau de la confidence, qu'il était un agent secret de la Turquie et de l'Angleterre. Donc ce juif hongrois de l'Empire d'Autriche-Hongrie était un agent de la Turquie et de l'Angleterre et il va donc soutenir Theodor Herzl pour qu'il puisse rencontrer le sultan. Et Theodor Herzl continue en citant le Armin von Bari qui lui dit « Vous ne devez pas lui parler du sionisme, c'est une fantasmagorie. Jérusalem est aussi saint pour lui que la Mecque. Néanmoins, le sionisme est bon contre le christianisme. » Très intéressant de voir ces passages-là. Et donc, grâce à ça, Theodor Herzl va pouvoir rencontrer le sultan qui exprime son affection, il le dit lui-même, à l'égard des juifs et des musulmans, mais à l'égard des chrétiens, pas du tout. Donc on a des balades entre Theodor Herzl qui jongle du côté des Allemands, parce que lorsqu'il va rencontrer Guillaume II, Theodor Herzl va avoir un appui de Guillaume II aussi. Enfin bref, il jongle entre les Anglais et les Allemands. Il meurt en 1904, et ceux qui vont prendre la suite, ce sont ses amis, et entre autres, d'autres personnes qui vont jouer un très grand rôle, comme Chaim Weizmann,
qui va devenir en 1948 le premier président de l'État d'Israël. Ouais. Mais ce que j'ai pu prouver à partir de pièces d'archives, et là ça tombe parfaitement parce que nous sommes en 2017, c'est le 100e anniversaire de la déclaration de Balfour, de novembre 1917. D'abord, cette fameuse déclaration de Balfour qui reconnaît donc l'existence d'un foyer juif en Palestine, elle n'est pas de Balfour, Arthur James Balfour. Mais, et ce sont les travaux de l'universitaire américain Carroll Quigley qui l'ont prouvé, c'est Alfred Milner. J'ai eu l'occasion d'ailleurs, je crois, de le lire dans cette émission. Le fameux groupe de Milner. Avec Cécile Rhodes et toute la clique. Et, comment il s'appelle, Alfred Milner, qui travaillait entre autres avec le Premier ministre anglais Lloyd George. Donc, en fait, Carroll Quigley dit que cette déclaration devrait s'appeler déclaration Milner. Donc, je garde l'expression officielle déclaration Balfour, mais dites-vous toujours que c'est déclaration Milner. Vous avez eu cet événement extraordinaire. Pourquoi les États-Unis en 1916-1917 se sont rangés du côté des Français et des Anglais contre l'Allemagne? Alors, officiellement, c'est pour lutter contre le militarisme prussien, pour la liberté, pour la démocratie, blablabla. Bon, évidemment, c'est le baratin habituel, mais ça marche toujours. Alors que là, ils sont plutôt en plus germanophiles. Oui, en plus, et puis en plus, les Américains, beaucoup d'Américains sont d'origine allemande. Donc voilà. Et en fait, ce que j'ai pu prouver à partir d'un document du gouvernement britannique, c'est que la guerre 14-18, qu'est-ce que c'est? C'est une guerre entre clans juifs. Entre d'un côté la France, l'Angleterre, le monde américain, et de l'autre côté le monde germanique, avec l'Empire allemand. En effet, vous avez eu, et c'est une constante dans l'histoire juive, des clans qui s'opposent en fonction d'intérêts financiers, énergétiques, stratégiques, tout ce que vous voulez, mais aussi des raisons spirituelles. Vous avez une bagarre à mort entre d'un côté les sionistes français, anglais, américains face aux sionistes allemands. Tous ces sionistes de différents pays voulaient la reconnaissance d'un foyer juif en Palestine. Simplement, les sionistes français, anglais, américains voulaient un foyer juif en Palestine sous la direction de la City de Londres, tandis que les sionistes allemands voulaient la même chose, mais sous la direction de Berlin. Et ils se sont tapés entre eux. Et à un moment donné, ce sont les sionistes français, anglais, américains qui ont gagné. Mais comment le prouver? Eh bien, vous avez un document du gouvernement britannique de juillet 1937 que j'ai trouvé, c'est un rapport de plus de 400 pages, qui explique la bascule et les guerres. Je vais vous le lire, ce passage. J'ai mis évidemment, alors je tiens à préciser, dans ce livre, il y a presque 600 notes de bas de page. J'ai mis évidemment les références de ce document. L'original de ce document, de ce rapport britannique de juillet 1937, l'original est scanné. Et donc on peut le lire sur Internet. Donc, et j'ai mis, c'est pages 23 et 24, le passage que je vais vous lire, donc il faut le retrouver, j'ai mis ça en note de bas de page. Donc c'est un rapport, et je vous lis le passage absolument extraordinaire, où il y a le fameux Premier ministre anglais Lloyd George, qui est interrogé par cette commission britannique du gouvernement anglais en juillet 1937. Je cite. « Le lancement de la déclaration Balfour fut à cette époque motivé à des fins de propagande, et il, le Premier ministre anglais, souligna la gravité de la position dans laquelle étaient les Alliés. Les Roumains avaient été écrasés, l'armée russe était démoralisée, l'armée française était incapable de lancer une offensive à une large échelle, les Italiens avaient subi une défaite sévère à Caporetto, les sous-marins allemands avaient coulé des milliers de tonnes de cargaison de bateaux anglais. Aucune division américaine n'était à notre disposition dans les tranchées. Dans cette situation critique, on pensait que la sympathie de la communauté juive ou son antipathie orienterait substantiellement la cause alliée vers une issue favorable ou non. En particulier, la sympathie juive pour les Alliés conforterait le soutien de la communauté juive américaine et gênerait le désengagement militaire de l'Allemagne ainsi que son renforcement économique sur le front Est. Voici les circonstances dans lesquelles le gouvernement britannique promulgua la déclaration Balfour. Les chefs sionistes, nous informa Lloyd George, nous ont donné une promesse formelle que, si les Alliés s'engageaient à fournir des moyens facilitant l'établissement d'un foyer national pour les Juifs en Palestine, ils feraient de leur mieux pour rallier les sentiments et le soutien des Juifs à travers le monde entier à la cause des Alliés. Ils ont tenu parole. Et le document continue, et qui montre la rivalité entre ces clans, afin d'informer les Juifs du monde entier de cette déclaration, Balfour. Des millions de tracts circulèrent dans toutes les communautés juives et ils furent largués depuis le ciel au-dessus des villes allemandes et autrichiennes
est largement diffusée à travers la ceinture regroupant les communautés juives allant de la Pologne à la mer Noire. Les puissances centrales, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman, les puissances centrales, entre-temps, avaient reconnu l'importance militaire de l'engagement juif. Au moment de la déclaration Balfour, le gouvernement allemand faisait tout ce qu'il pouvait pour gagner le mouvement sioniste à sa cause. Et après la déclaration, il se hâta, en lien avec son allié turc, de formuler une proposition rivale. Une compagnie régie par une charte fut envisagée au profit des sionistes allemands. Donc on voit la bagarre. Elle aurait eu une forme limitée d'autogouvernement local et un droit d'immigration vers la Palestine. À la fin de 1917, on savait que les Turcs étaient désireux d'accepter un accord dans ces grandes lignes. Mais avant que les concessions ne soient finalement confirmées à Constantinople, la Palestine était aux mains du général Allenby, avec tout ce qui est Laurence d'Arabie et compagnie. Donc en fait, ce document, donc j'ai mis les références, pages 23 et 24, dans un rapport de 400 pages, on a une bagarre entre clans juifs. Les juifs sionistes français, anglais, allemands, juifs français, anglais, américains qui soutenaient le foyer juif en Palestine sur la direction de la City, les sionistes allemands qui, eux, soutenaient le même projet, mais sur la direction de Berlin. En lien avec le Bagdad-Bad, parce que vous pensez bien que l'existence de foyer juif, avec le contrôle de tout le Proche-Orient, avec le pétrole, voilà, donc en fait, c'était un choix entre deux mondes. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai pu montrer par la suite, alors certaines choses ont déjà été connues, c'est que vous avez eu dans les années 30, en 1933, alors d'abord le 24 mars 1933, donc Hitler est arrivé au pouvoir, vous avez eu les Juifs qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Jews declare war on Germany, et c'est le Daily Express ou Daily Telegraph, je ne sais plus le nom du journal, mais enfin j'ai mis les références, qui met ça, et vous avez eu le fameux accord de la Havara, Havara c'est transfert en hébreu, du 25 ou 28 août 1933, entre le ministère de l'économie nazi, la Fédération sioniste allemande et l'agence juive pour favoriser un courant migratoire de juifs d'Allemagne vers la Palestine moyennant des arrangements financiers. Donc c'est très intéressant de voir que là aussi, vous avez donc le ministère de l'économie allemand nazi, l'agence juive et la Fédération sioniste allemande qui ont travaillé ensemble. Et le document, il vient d'où? Eh bien, vous avez en Israël le mémorial de la Shoah, ils ont un site internet. Eh bien, il y a le rapport des accords de la Havara qui fait 30 pages, qui est en anglais, qui est présenté. Et j'ai appris aussi que ce courant migratoire juif d'Allemagne vers la Palestine, cet accord a été prolongé avec le gouvernement polonais en mars 1937 dans des conditions similaires. Voilà. Donc c'est très intéressant de voir tout cet arrière-fond, évidemment, Seconde Guerre mondiale qui arrive, et vous avez un personnage qui apparaît, qui s'appelle Ben Gourion, et c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, vous allez avoir en mai 1942 la grande réunion des sionistes avec Ben Gourion à New York, mai 1942, qui énonce un plan, le fameux plan Biltmore, et Ben Gourion élabore 8 points, et dans le 8e point, il dit ceci, je cite, « La conférence déclare que le nouvel ordre mondial, on est en 1942, qui suivra la victoire ne peut être établi sur des bases de paix, de justice et d'égalité qu'à la condition de remédier définitivement à l'absence d'un foyer juif. » Donc, nous sommes en 1942, on est à quelques années de la création de l'État d'Israël. C'est ça que je voulais expliquer, les raisons profondes. Voilà, c'est un immense puzzle, mais rien n'est laissé au hasard, tout est logique. Il faut retrouver les gros morceaux de puzzle. Donc là, c'est un gros morceau, parce que l'Allemagne, elle va se faire balayer, oui. Après la Seconde Guerre mondiale, donc elle est un peu hors course sur l'international, mais bon, il reste voilà, la grande puissance qu'on connaît, et puis en Europe, économique. Mais ils vont prendre leur revanche aussi sur le plan européen, parce que c'est eux qui vont maîtriser ce projet européen. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne s'en cache plus, puisque quand il y a un président français, on dit qu'il va prendre ses ordres à Berlin. Donc il fait son pèlerinage. Voilà. Donc, son canossa. Donc on en est vraiment à ce stade-là. Et est-ce que justement, dans ce sens de l'histoire des Allemands qui, après avoir connu cette défaite, veulent prendre cette revanche, leur processus, ça va être jusqu'à l'anéantissement en particulier de la France et des autres pays qui s'éclatent à leur tour, quoi. Alors, effectivement, les élites allemandes, vraiment je cherche à dissocier du peuple allemand qui est hors course et autant victime que nous. Les élites allemandes,
celles qui souhaitent une Europe forte, là, elles sont dans la dernière ligne droite avec Macron qui veut favoriser la mise en place d'une gouvernance économique de l'euro. Bon. J'ai pu montrer dans d'autres bouquins que les textes clés de la construction européenne, régionalisation, etc., sont européens, mais en fait allemands. La charte de la régionale, la régionalisation, si on est passé de 22 à 13 régions, à l'origine, c'est un principe voulu par l'Allemagne. Vous avez, on peut en parler 30 secondes aussi, vous avez eu l'indépendance, enfin le référendum raté pour l'Écosse, vous avez eu en gros 45% des Écossais à dire non. Bon, ce n'est que partie remise, parce qu'il faut quand même reconnaître que lorsque vous avez plus de 80% de participation avec 45% qui veulent l'indépendance, on n'a plus à faire un groupuscule. Voilà. Ouais. Donc c'est une affaire de temps, parce que c'est ça que je fais comprendre aussi, c'est que ces choses-là n'arrivent pas comme façon interrupteur. Ça prend du temps, parce que fois ça freine, voire même ça piétine. Il faut avoir l'histoire sur le long terme. Mais vous avez un autre pays qui passe actuellement un mauvais quart d'heure, c'est l'Espagne, avec la Catalogne, puisque vous avez la Catalogne qui devrait organiser pour le 1er octobre 2017 un référendum, chose que le gouvernement de Madrid refuse absolument. Alors, est-ce que les Catalans vont pouvoir faire ce référendum? Est-ce que le gouvernement de Madrid ne va pas suspendre les droits régionaux de la Catalogne, en particulier grâce à il y a les articles 116 et 155? Voilà, donc on sent qu'il y a des tensions. Et pourquoi j'en parle? Parce que dans mon livre Minorité et régionalisme, tous les documents clés élaborés par l'Allemagne, les Allemands se sont appuyés sur des groupes minoritaires, des Flamands, des Galiciens, des Basques, et le groupe ethnique sur lequel ils s'est appuyé le plus, ce sont les Catalans. Par exemple, pour la régionalisation, vous avez le rapport d'un Allemand qui s'appelle Peter Rabe, qui était député socialiste au Land de Basse-Saxe dans les années 90, dirigé par Gerhard Schröder. Eh bien, le président du groupe de travail pour la régionalisation, c'est un Catalan. Il s'appelait Liber Quatre Casas. Ouais. Donc c'est très intéressant de voir que ce qui se passe en Catalogne, quand on remonte aux racines, eh bien, on voit une influence germanique de déstructuration des États. Pourquoi? Parce que les régions, qu'elles soient en France, en Espagne, en Italie, à différents degrés, parce qu'il y a des régionalisations plus ou moins développées, peu à peu s'émancipent de l'autorité de l'État, espagnol, italien, tout ce que vous voulez, au profit de la seule autorité, Bruxelles. Et en particulier, il y a un élément clé qui s'est produit dans le cas français et qui, à ma connaissance, n'a pas été évoqué par les partis politiques dits patriotes comme le Front National, mais qui ne fait pas grand-chose pour défendre la patrie française parce qu'il n'utilise absolument pas les bons documents. Vous avez eu un événement, comme dit un journaliste français, une révolution silencieuse dans le cas des régions françaises et dans le cadre de la construction d'une Europe des régions, qui à un moment donné va échouer parce que je crois en l'avenir de la France. À un moment donné, on va remonter, mais on risque peut-être aussi de souffrir avant de remonter. Vous avez eu, pour la période 2002-2003, vous avez un chapitre consacré aux fonds structurels. Fonds structurels, c'est l'aspect financier. L'argent nerf de la guerre, donc il ne faut pas louper ça. Les fonds structurels, c'est une masse d'argent, milliards de milliards d'euros, donnés par Bruxelles aux régions en fonction de leur développement économique. Et plus les régions sont pauvres, plus elles reçoivent de l'argent. Et en 2002-2003, vous avez le gouvernement Raffarin qui a décidé de procéder à une révolution. Avant cette révolution, toutes les régions françaises recevaient cette somme d'argent de Bruxelles via l'autorité de l'État, des préfets. Et avec Raffarin, il y a eu une brèche qui a été ouverte. Depuis cette époque, le Conseil régional alsacien reçoit directement cette manne financière directement de Bruxelles, sans passer par le préfet de l'autorité de l'État. Donc l'interlocuteur de la région Alsace, c'est plus la France. Pour l'argent, nerf de la guerre, c'est Bruxelles. Donc vous avez toujours l'Union européenne, les États européens, les régions, dans le cas de la France, l'Alsace contourne l'autorité politique de l'État pour travailler directement avec Bruxelles. Et à l'époque, en 2002-2003, toutes les régions françaises, enfin les dirigeants de ces régions avaient gueulé en disant c'est inadmissible ce privilège alsacien, et nous, bah oui, quand il y a de l'argent, ils bavent. Bon. 2012, le candidat Hollande jure la main sur le cœur que ce privilège alsacien sera élargi à toutes les régions françaises. Eh bien, c'est chose faite depuis le 27 janvier 2014. Alors, j'ai mis la référence du document. Toutes les régions françaises s'adressent à Bruxelles sans passer par l'État, le préfet, pour gérer, je crois, 28 milliards d'euros. Je crois que c'est la somme. Donc, on a vraiment une France qui se décompose, puisque les régions, pour l'aspect financier, ne traitent plus avec l'autorité nationale, mais bruxelloise. Ça, plus le fait qu'on soit passé de 22 à 13 régions, donc des blocs régionaux, qui doivent s'adapter à une Europe des régions, de grands blocs régionaux, de gros départements. Et je rappelle que depuis 2004,
les députés français au Parlement européen, et j'ai la carte là-dedans aussi, ne sont plus les députés de la France, mais d'un bloc régional, le Grand Ouest, le Grand Sud-Ouest, etc. Donc en fait, on a à chaque fois le fait national, le référent national qui saute. Et ce phénomène de partialisation de la France avait été déjà préparé durant la première moitié du XIXe siècle par les pangermanistes qui avaient subdivisé la France en 5 blocs régionaux. Vous verrez ça pour ceux qui veulent lire le bouquin. D'accord. Eh ben, on va faire la deuxième pause. Si la régie est prête, c'est parfait. Et puis, on revient juste après sur la libre antenne. À vous, la régie.